Honnêtement, la vie d'un soldat pendant la guerre civile était terrible. Toute guerre est un enfer, mais s'engager comme soldat durant la guerre civile revenait à signer son propre certificat de décès. Aujourd'hui, nous allons découvrir à quoi ressemblait vraiment la vie d'un soldat de la guerre civile. Mais avant de commencer, c'est le bon moment pour vous abonner à notre chaîne. Weird History. Ou dites-nous quel phénomène étrange, quelle personne ou quel événement vous aimeriez que nous abordions ensuite. Maintenant, allons dans les années 1860. Parmi les 2,7 millions de soldats qui ont combattu pendant la guerre civile dans plus de 237 batailles, nommées sans oublier une multitude de petits affrontements et confrontations, bien que sanglants. Tous n'étaient pas de grands hommes barbus avec femmes et esclaves. De retour chez eux, environ 420 000 étaient des garçons du Nord de moins de 17 ans, et le Sud comptait environ 100 000 soldats de moins de 15 ans. Ces garçons n'étaient pas propriétaires terriens ni esclavagistes. Il est d'ailleurs rapporté que les adolescents des deux camps durant la guerre étaient neutres vis-à-vis de l'esclavage. La raison pour laquelle ces enfants ont rejoint la guerre était simplement qu'ils voulaient échapper à leur vie ennuyeuse à la ferme. Grâce à l'appel d'Abraham Lincoln, pour une courte période de service de 90 jours, un soldat de l'Union pouvait s'engager, passer quelques mois au combat, puis rentrer chez lui pour recevoir des éloges et un accueil de héros. Les soldats du Nord ne pouvaient prévoir que la guerre civile durerait des années. Après que l'Union ait été chassée de Richmond lors de la campagne de la péninsule, en 1862, l'armée confédérée a commencé à marcher vers Washington. Le Sud commençait à donner l'impression qu'il avait une chance de gagner grâce à sa victoire dans la péninsule. C'est alors que Lincoln a lancé un appel pour 300 000 soldats de l'Union supplémentaire, avec un engagement de 3 ans. Seule une fraction de ces 300 000 soldats de l'Union survivrait à leurs 3 années de combats brutaux. Les garçons mineurs étaient d'office si désespérés de rejoindre la guerre de sécession qu'ils contournaient de nombreuses règles pour y parvenir. Par exemple, ils misaient sur la sémantique, car les règles du combat exigeaient qu'un soldat ait plus de 18 ans pour rejoindre l'armée. Un mineur écrivait le chiffre 18 sur la semelle de sa chaussure ou glissait un morceau de papier avec le chiffre 18 griffonné dessus et le cachait dans sa botte. Alors, lorsque le recruteur demandait si le garçon avait plus de 18 ans, le futur héros de guerre disait techniquement la vérité en répondant « Oui, j'ai plus de 18 ans ». Si cela échouait, les enfants mentaient sur leur âge car il n'y avait ni numéro de sécurité sociale, ni permis de conduire, ni spokio. En dernier recours, les adolescents sollicitaient la garantie de leur père. Cela dit, tous les adolescents n'étaient pas armés. Beaucoup d'entre eux s'engagèrent dans des rôles non combattants comme rejoindre la fanfare en tant que batteur, flûtiste ou clairon. Ces rôles non combattants incluaient aussi le fait d'être le garçon, pour transporter gourdes, bandages et brancards. Certains soldats compétents assistaient les chirurgiens, infirmières et transmettaient les ordres sur le champ de bataille. Guillaume Sherman a inventé l'expression « la guerre, c'est l'enfer » en 1879, soit 15 ans après la guerre de sécession, où il a servi comme général dans l'armée de l'Union. Sherman connaissait bien la mort sur les champs de bataille, car il en a vu beaucoup. Le 1er juillet 1863, premier jour de la bataille de Gettysburg, les soldats confédérés ont avancé en ligne droite vers leurs ennemis. Les soldats de l'Union ont décimé les soldats confédérés. Selon le général du Sud, Alfred Iverson, ces soldats sont morts d'une mort honorable. Ils se sont battus noblement et ont péri, sans qu'aucun homme ne prenne la fuite vers l'arrière. Jamais on n'a montré plus de bravoure et d'héroïsme. Les soldats confédérés n'étaient pas aussi romantiques que Iverson à propos de la mort sur le champ de bataille. On aurait dit qu'ils menaient 2 guerres différentes. Les soldats d'Iverson se souvenaient s'être blottis dans la boue sous les balles sifflantes. L'un des hommes d'Iverson a décrit le moment où 79 de ses camarades ont été tués d'une seule salve. Grand Dieu, quand cela s'arrêtera-t-il ? Selon le livre « Les tactiques de fusil et d'infanterie légère de Hardy », les soldats du Nord et du Sud étaient censés être pris en charge, tout en recevant les rations suivantes: porc, pain, bœuf, légumes, pommes de terre, pois, gruaux de maïs, grains de café torréfiés, sucre. Malheureusement, les deux camps de la guerre ont eu du mal à fournir à leurs soldats ces nécessités de base. Les Confédérés, bien plus que l'Union, Johnny Reb voyait rarement l'une des rations mentionnées ci-dessus. Les soldats confédérés survivaient avec du pain de maïs, du café, des cigarettes et ce qu'ils pouvaient voler. Toute nourriture que les soldats parvenaient à se procurer était souvent infestée d'insectes, en particulier le riz ou les céréales, en quelques jours.
Tout cela signifiait que les soldats devaient compter sur leur ruse pour survivre. Les soldats complétaient leurs rations en cherchant de la nourriture, recevant des colis familiaux ou échangeant avec d'autres soldats. Même s'ils commerçaient avec l'ennemi, oui, il n'était pas rare que les soldats de l'Union échangent leur café avec les soldats confédérés contre du tabac. À l'abri des regards de leurs officiers, les soldats de la guerre de sécession survivaient rarement à de graves blessures. Imaginez la scène. Vous maintenez l'ennemi à distance en tirant toutes les 20-30 secondes, mais en rechargeant votre mousquet, un tir ennemi vous atteint à l'estomac. Dans les années 1860, les soldats blessés de la guerre de sécession restaient allongés sur la butte herbeuse en feignant la mort. Là où ils étaient touchés, ils espéraient qu'une ambulance viendrait soigner leurs blessures. S'ils avaient de la chance, ils avaient une flasque de whisky pour calmer la douleur. Avec un peu de chance, une ambulance hippomobile passait avec des fournitures médicales et soignait ces soldats. Si une charrette d'ambulance ne pouvait atteindre un soldat blessé, il mourrait probablement. On ne va pas embellir la réalité. Être visé par le mousquet Springfield Model 1861, c'était grave, mais pire encore, la maladie. Le truc, c'est que tu pouvais survivre si tu te faisais tirer dessus, mais si tu tombais malade, attrapais une maladie ou développais une infection, pendant ce qu'on a appelé la guerre la plus sanglante de l'histoire américaine, tu étais aussi bien que mort. Pour te donner une idée, l'Union a perdu 44 000 vies à cause de la dysenterie et de la diarrhée. Pour te donner une idée, l'Union a perdu 44 000 vies à cause de la dysenterie. C'est l'équivalent de 10 batailles de Gettysburg. Pendant la guerre de sécession, plus d'hommes moururent de maladies que d'autres causes. Le soldat de l'Union Theodore Gerich a décrit les conditions qu'il a vécues. L'un des pires aspects de cette situation était la maladie qui touchait les soldats. Les hommes n'étaient donc pas habitués au climat, à l'exposition ni à la nourriture, ce qui contrastait avec leur vie chez eux. L'infection était un problème majeur car les médecins ne stérilisaient pas le matériel. Au cours de l'ensemble du conflit, les travailleurs hospitaliers ont pratiqué des amputations sur 60 000 hommes, dont au moins 1 sur 4 est mort d'une infection. Nous savons tous pourquoi la guerre de sécession a eu lieu. Ce qui échappe, c'est pourquoi ils pensaient que les Afro-Américains aideraient à détruire l'Union. Parce que les Confédérés étaient à juste titre préoccupés par le fait d'armer leurs esclaves, les hommes noirs du Sud étaient principalement enrôlés pour des travaux dans les camps. La Confédération n'a jamais autant envisagé de recruter des esclaves que durant les dernières semaines de la guerre. Quand l'Union a enrôlé des soldats noirs, le président confédéré Jefferson Davis a annoncé que les soldats noirs capturés seraient réduits en esclavage ou exécutés. Quand un général confédéré a proposé d'enrôler des esclaves, les dirigeants se sont moqués de lui. Le 13 mars 1865, le Congrès confédéré a autorisé les soldats noirs à s'enrôler sans leur promettre la liberté à la fin du conflit. Cette mesure désespérée fut vaine. La guerre se termina moins d'un mois après. En tant que soldat de la guerre civile, si vous n'étiez pas en train de tirer avec votre mousquet sur le visage de l'ennemi, sur le champ de bataille ou de dormir, vous faisiez des exercices avec votre troupe. Les soldats consacraient la plupart de leur temps à préparer le combat en nettoyant leurs armes et s'entraînant aux exercices de combat, ponctués parfois de gardes ou de longues marches. Le soldat Theodore Gerich de l'Union a décrit combien les soldats étaient des mal préparés au début de la guerre. Nous n'avions aucun entraînement et la musique venait d'un corps de tambour inexpérimenté. Chaque musicien suivait son rythme, chaque homme marchait à sa façon. Nous avons marché, couru, galopé, puis sommes restés immobiles en essayant vainement de garder le pas. Même en prouvant votre valeur comme soldat noir, la discrimination salariale demeurait la norme au début des années 1860. Même si vous défendiez l'Union, malheureusement, l'Union n'a pas enrôlé de soldats noirs avant 1862, mais le recrutement a augmenté après la proclamation d'émancipation du 1er janvier 1863. Même payés selon la loi sur la milice de 1862, les soldats noirs gagnaient toujours bien moins pour le même travail. Les soldats noirs recevaient une retenue optionnelle pour les vêtements, tandis qu'en comparaison, les soldats blancs commençaient à 13 $ par mois et recevaient une allocation vestimentaire de 3,50 cents. Si vous étiez parmi les centaines de milliers de soldats en première ligne, chargeant et tirant votre mousquet toutes les 20 secondes, vos bras seraient probablement inutilisables. En fin de journée, les mousquets rayés des soldats des deux camps pouvaient peser 10 livres et leur recul était si fort qu'un tir pouvait rendre un bras inutilisable.
Le soldat confédéré Samer Watkins a décrit cette expérience. Après m'être déshabillé, j'ai découvert que mon bras était tout meurtri, couvert de bleu et injecté de sang, du poignet à l'épaule, et aussi douloureux qu'une ampoule. J'avais tiré 120 fois ce jour-là, ces mousquets surchauffaient souvent, compliquant leur rechargement. Watkins a poursuivi. Mon bras devenait si chaud que la poudre s'enflammait parfois avant que je place la balle. Il m'arrivait aussi d'échanger mon bras avec celui d'un camarade tombé. Nous avons oublié de mentionner une chose que les soldats faisaient lorsqu'ils ne combattaient pas, ne dormaient pas ou ne nettoyaient pas leurs fusils. Ils lisaient et écrivaient comme si c'était la grande mode. Il était vraiment important pour les soldats de lire tout ce qu'ils pouvaient trouver et d'écrire à leurs proches aussi souvent que possible. Les soldats avaient du mal à décrire les horreurs du conflit dans leurs lettres envoyées à la maison. Beaucoup pensaient ne pas pouvoir raconter leurs expériences à un public civil, mais certains ont essayé. Charles Carroll Moray, capitaine de l'Union, a décrit une escarmouche en termes très crus. Peu après notre arrivée, nous tirions. Après avoir touché la tête d'un Johnny, je me suis retourné pour recharger et j'ai vu un sudiste m'ayant repéré à travers son mousquet. Je peux vous assurer que mes jambes sont devenues très courtes en un rien de temps ou qu'il y avait une articulation. Je me suis baissé hors de sa vue, juste à temps pour entendre la balle siffler au-dessus de ma tête. Ensuite, sachant que le danger était passé, je me suis redressé et j'ai terminé de recharger. Moray se sentait chanceux d'être en vie, écrivant « Je ne sais pas quoi dire en premier, mais disons « Loué soit Dieu pour sa bonté en m'ayant épargné la vie ». Alors que tant de nos braves camarades sont tombés victimes des tirs ennemis, au milieu du paysage dévastateur de la guerre de sécession, il n'était pas toujours facile de trouver suffisamment de vivres. Les blocus et les barricades empêchaient l'accès aux provisions nécessaires, tandis que le pays connaissait une pénurie de main-d'œuvre, les agriculteurs partant rejoindre le combat d'un côté ou de l'autre. Ainsi, les soldats et civils de la guerre de sécession ont réagi comme tout le monde l'aurait fait dans une telle situation. Ils ont improvisé et ont fait de leur mieux avec ce qu'ils pouvaient trouver. Aujourd'hui, dans Weird History, nous allons explorer un échantillon des aliments non conventionnels que les gens mangeaient pendant la guerre de sécession. Civilicieux. Tout le monde aime une bonne tasse de café. Dans une analyse des lettres de la guerre de sécession, un historien a noté que « café » revenait plus souvent que « guerre »,« esclavage » ou « Lincoln ». Il y avait une différence significative dans la façon dont les deux camps parlaient de cette boisson. Les soldats de l'Union parlèrent de la façon dont ils préparaient pas le café. Les soldats du Sud évoquaient plus souvent leur manque de vrai café et ce qu'ils faisaient bon pour simuler la boisson. Avant la guerre de sécession, le café était courant dans les foyers, mais il est devenu un luxe pendant la guerre. Les soldats de l'Union et de la Confédération buvaient beaucoup de café dès qu'ils le pouvaient. Le problème, c'est qu'une bonne tasse de café n'était pas toujours disponible. Alors les soldats improvisaient, préparant du café à partir d'arachides, de chicorées, de céréales et de pommes. D'autres faisaient preuve de créativité en utilisant glands ou patates douces. D'après le général Jeb Stuart, le café de patates douces n'était pas difficile à préparer. Pour faire du café de patates douces, les soldats épluchaient et coupaient les patates en morceaux à peu près de la taille d'une baie de café. Ensuite, ils laissaient les morceaux sécher au soleil. Après séchage et grillage, les soldats les broyaient jusqu'à consistance de marc de café. Ensuite, il suffisait de mélanger le marc avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte. Un peu d'eau chaude et une infusion faisaient de ce mélange une boisson appréciée des soldats au petit déjeuner. La pénurie de café touchait le Sud, et ils appelaient parfois leur préparation de café de fortune, café Lincoln, à cause des méthodes de préparation extravagantes et des ingrédients utilisés. Le café était essentiel pour les deux camps, et les soldats recevaient parfois de chez eux des recettes originales. Quand le général George Pickett reçut un nouveau mélange de sa femme, il déclara « Aucun mocha ni java n'a jamais eu un goût aussi bon que ce mélange de seigle et de patates douces. » D'accord George, comme tu veux. L'armée prévoyait que leur ration ne durerait que 3 jours lors d'une campagne active. Malheureusement, la viande fraîche se gâtait souvent ou était infestée de mouches, peu de temps après que les soldats la recevaient, alors l'armée faisait mariner la viande pour la conserver plus longtemps. Ainsi sont nés le bœuf salé et le porc salé. Les deux viandes étaient souvent des rations standards alors. Le bœuf salé, également appelé cheval salé, était décrit par le vétéran John D. Billings comme étant complètement imprégné de salpêtre, souvent jaune-vert, avec de la rouille. Après avoir reposé dans la saumure et une fois bouilli, il était 4 fois sur 5, voire 9 fois sur 10,
Une puanteur dans les narines qu'aucun palais délicat ne voulait approcher de trop près. Ça donne vraiment envie. Le sel, le porc ou le lard n'étaient pour eux pas très appréciés non plus, car ils étaient généralement noirs, rouillés et franchement impopulaires. Les soldats devaient tremper les viandes salées pour les rendre mangeables. Ensuite, elles devenaient polyvalentes. Les cuisiniers pouvaient bouillir ou mijoter la viande avec des haricots. Parfois, les soldats mangeaient la viande crue, un peu comme un sandwich. Le pain du sandwich n'était pas votre pain complet aux douces céréales habituelles, mais du biscuit de guerre. Au final, Billings trouvait le lard salé préférable au bœuf salé moisi et rance. Même ainsi, il trouvait la viande indigeste et peu appétissante. Selon le règlement révisé de l'armée des États-Unis de 1861, les soldats de l'Union recevaient 340 grammes de porc ou de bacon et un peu plus de 450 grammes de bœuf. Farine, semoule de maïs et une livre de biscuits durs complétèrent les provisions. Dans de rares occasions, un soldat pouvait recevoir un peu de café, de sucre, de fruits secs ou de vinaigre pour ajouter un peu de saveur à ses repas. Les soldats confédérés possédaient, eux, un nécessaire de cuisine très différent. La viande était rare et les barricades compliquaient l'approvisionnement du Sud. Pour compenser la pénurie, les soldats remplaçaient la viande par un mélange de riz et de mélasse. Les cuisiniers ajoutaient parfois de la semoule de maïs pour renforcer la saveur. La mélasse, goût acquis, servait d'édulcorant quand les troupes confédérées manquaient de sucre ou d'autres aliments. Tu trouvais ton déjeuner compliqué ? À l'heure où l'on se fait livrer à domicile, les recettes de la guerre de sécession paraissent étranges. Prenons par exemple le cas d'un plat appelé slush. Préparé à partir d'une combinaison explosive de bacon, de graisse et de farine, le slush était le rêve devenu réalité de tout amateur de bacon. C'était aussi nécessaire dans le Sud, où la nourriture manquait parfois. Le slush était économique et facile à préparer. Les soldats mélangeaient beaucoup de graisse et du bacon, puis ajoutaient de la farine diluée. Ils faisaient mijoter jusqu'à évaporation du liquide pour obtenir un plat épais. Des variantes du slush, avec des noms colorés comme le couche confédéré, incluaient du bœuf et du pain de maïs émietté pour créer un repas plus consistant. Il y avait aussi le slapjack, la version façon pancake de la recette, qui consistait en une pâte de farine dorée des deux côtés. Vous ne commanderiez sans doute pas cela au dîner du coin, mais ce serait délicieux avec des framboises et du sirop. Bien que le Nord ait eu beaucoup de nourriture pendant la guerre, certains aliments comme le chocolat étaient presque introuvables dans le Sud. Une envie de chocolat et un peu d'ingéniosité ont permis de créer une boisson proche de la boisson hivernale favorite de tous. Nous ne parlons pas du latte au pain d'épices de Starbucks qui n'existe plus, mais du bon vieux chocolat chaud, uniquement. Cette version de la boisson remplace la confiserie par des cacahuètes. Le chocolat aux cacahuètes, comme on l'appelait, était une boisson sucrée à base de lait et de cacahuètes. Dans le livre de 1905, Une belle des années 50, Mémoire de Madame Clay de l'Alabama, on trouve un bref récit historique sur la façon dont les gens préparaient le chocolat aux cacahuètes à l'époque. Notre chocolat était préparé de la manière suivante, les cacahuètes, ou pinders, ou goobers, comme on les appelait différemment, étaient grillées. Puis on enlevait la peau. Ensuite, elles étaient pilées dans un mortier. Mélangées avec du lait bouilli et un peu de sucre, il fallait aussi utiliser avec parcimonie ce luxe des plus coûteux. La boisson était alors prête à être servie, et nous la trouvions délicieuse à notre goût. Ce n'était pas du squeeze miss, mais c'était assez bon. Malheureusement, d'autres avancées culinaires éclipseront à jamais la place du chocolat aux cacahuètes dans l'histoire selon le Conseil national de la cacahuète. Après la guerre, les cacahuètes gagnent en popularité dans le Nord et en 1884, le beurre de cacahuète révolutionne la cuisine. Alors que les substituts de café étaient bien populaires pendant la guerre de sécession, qu'en était-il du thé, l'autre boisson favorite des Américains? Le thé avait aussi son lot de recettes d'imitation. En réalité, le thé était encore plus rare que le café. Que devait faire un soldat quand il était 16 heures? Ils improvisaient à partir de sources incroyablement originales. Les soldats des deux camps ont commencé à faire du thé avec des groseilles, du sassafras, de l'écorce et des myrtilles. Pour un coup de fouet en plus, ils utilisaient parfois du maïs ou du son. Oui, rien de tel qu'une tasse de maïs relaxante le soir. Pour les palais plus raffinés, il y avait le thé au bœuf. Les gens faisaient infuser du bœuf haché dans de l'eau bouillante pour préparer ce thé.
Le thé était utilisé dans les hôpitaux militaires comme un médicament potentiel. Mais si l'on en croit certains témoignages de l'époque, la plupart des patients refusaient de le boire. En période de pénurie ou de réduction des stocks de sucre, les gens se tournaient vers diverses alternatives sucrantes. Les soldats se tournaient vers notre ami visqueux, la mélasse, pour se soulager. Mais parfois, même elle n'était pas facilement disponible. Que faisaient-ils pour satisfaire leur envie de sucrer? Ils choisissaient le sirop de pastèque. C'est exactement ce que cela semble être. Le sirop a trouvé sa place comme substitut du sucre, aux côtés du sorgho et des kakis. Ce sirop sucré est facile à préparer si vous voulez l'essayer aujourd'hui. Réduisez 4 tasses de pastèque sans pépins en purée, ajoutez une tasse de sucre et faites mijoter jusqu'à consistance sirupeuse. Laissez-le refroidir, mettez-le au réfrigérateur et servez-le comme garniture savoureuse pour vos desserts. Si le sirop de pastèque n'est pas votre truc, vous pouvez alors préparer des écorces de pastèque en confiture. Conserver les écorces de pastèque de cette manière remonte en fait à avant la guerre de sécession. Un numéro de 1858 du célèbre magazine Godet's Lady's Book contenait une recette pour conserver les écorces de pastèque. La recette exigeait de faire tremper les écorces de pastèque 3 jours dans de l'eau salée, d'alun puis claire, en renouvelant l'eau chaque jour. Pour éviter les goûts étranges, l'aliment de base le plus courant dans le régime d'un soldat était probablement le biscuit de guerre, fait de sel, de farine et d'eau. C'était plus proche d'un biscuit sec que du pain. Le biscuit 3x3 épais d'un demi-pouce et très solide était si dur que les soldats devaient le tremper dans du café ou du thé pour le manger. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle les soldats appelaient parfois le biscuit château à verre. Le biscuit de guerre abritant souvent des insectes, le tremper dans du café chaud aidait à les faire sortir afin que le soldat les écume avant de manger le biscuit. Selon John Davis Billings, soldat de l'armée du Potomac, mangé dans l'obscurité, personne ne pouvait faire la différence entre un biscuit infesté et un biscuit non habité. Le biscuit de guerre moisissait en raison du stockage, et parfois il était si dur que les soldats devaient le casser avec la crosse de leur mousquet. Mais c'était une nourriture peu coûteuse, nutritive et simple qui permettait de nourrir les hommes pendant la longue guerre. À ne pas confondre avec une personne timide ou faible, ni avec la chanson du groupe Helmet, Civil War. Le pain grillé au lait était simplement une autre façon de mélanger les éléments essentiels du régime alimentaire d'un soldat en quelque chose de plus savoureux. Pris seul, le biscuit de guerre est fade. Trempé dans du lait concentré, il offrait aux soldats une saveur qui rendait le pain plus agréable. Ce n'était pas bon marché. Le lait concentré coûtait plus de 75 cents la boîte. Seuls les soldats ayant de l'argent le faisaient sans doute ainsi. Le pain grillé au lait était créatif, mais pas la seule solution. Pour améliorer le goût du biscuit de guerre, les soldats utilisaient leur ration de sucre pour en améliorer la saveur et faisaient parfois du pudding de biscuit. Ils réduisaient le biscuit en poudre. Ils mélangeaient eau et farine pour faire une croûte, puis la cuisaient avec les fruits disponibles. Comme tout le reste à cette époque, il était un peu difficile de se procurer des légumes frais. Les soldats recevaient parfois carottes, oignons, céleri et légumes verts. Sous forme de cubes, les légumes étaient coupés, mélangés et pressés en cubes pour servir de source portable de vitamines et de fibres. Les légumes desséchés étaient de répugnants cubes de légumes. Certains soldats les détestaient et leur donnaient un autre nom, légumes profanés. Les légumes desséchés apportaient un peu de saveur aux soupes et aux ragoûts, et lorsque des aliments de meilleure qualité comme les haricots, les pommes de terre ou le riz n'étaient pas disponibles, les légumes desséchés les remplaçaient. Bien que la plupart les détestaient, ces cubes aidaient à prévenir le scorbut et d'autres troubles liés à des carences en vitamines. C'est toujours mieux que les épinards en conserve qui ne sont pas fameux. James M. Sanderson, de la Commission sanitaire des États-Unis, était très préoccupé par les méthodes de cuisson de certains volontaires. Sanderson n'était pas satisfait de leur manière de cuisiner nuisible et malsaine, et il pensait pouvoir faire mieux. Sanderson a expérimenté diverses méthodes de cuisson, trouvant des moyens plus efficaces d'utiliser feu de camp et marmite. Il conseillait aussi aux cuisiniers de limiter l'utilisation de matières grasses, sucre et sel. Sanderson, peu enclin à tout révéler, conseillait aussi aux cuisiniers de ne pas trop faire bouillir les haricots. Sanderson a laissé un héritage oppressant de recettes. Plus de 18 ragoûts de soupe et autres recettes ont jailli de son imagination,
y compris le ragoût brésilien du commissariat. L'ingrédient principal de ce plat en particulier était du bœuf coupé en cubes et trempé dans du vinaigre. Les cuisiniers faisaient mijoter la viande avec des oignons à feu doux pendant des heures. Parfois, les convives avaient aussi des pommes de terre. Quel repas! Lorsqu'il fallait cuisiner, les gens faisaient preuve de créativité avec ingrédients et techniques, donnant naissance à divers gâteaux. Les gâteaux à l'eau étaient bons faits en battant des œufs avec de l'eau froide pour une pâte épaisse. Les cuisiniers ajoutaient du sel, faisaient cuire et servaient avec du beurre. Vous n'aimez pas les œufs? Alors essayez le gâteau de cendre, l'alternative sans œufs au gâteau à l'eau. Au lieu de farine, ces gâteaux, à base de semoule de maïs et d'eau bouillante, étaient enveloppés dans des feuilles de maïs, puis cuits sous des cendres chaudes. Les méthodes de cuisson modifiaient fondamentalement le plat. S'il était cuit à la poêle, il devenait un gâteau de houx, et s'il était cuit au four, le résultat était un plat appelé pone. Un délicieux mélange de porc et de maïs bouilli constituait un repas quotidien dans le sud. Appelé porc et hominy, il était souvent servi au petit déjeuner avec des gaufres ou au dîner avec pommes de terre et légumes verts. Ce plat était tellement associé au sud que le président Abraham Lincoln l'a mentionné en discutant de stratégie. Au début de la guerre, Vicksburg était un centre de transport essentiel, distribuant des marchandises partout dans la Confédération. L'histoire raconte que Lincoln a rencontré ses conseillers militaires, a montré Vicksburg sur une carte et a discuté de l'importance pour l'Union de prendre la ville. Lincoln déclara que sans la prise de la ville, la Confédération recevrait un approvisionnement illimité en porc, maïs et de nouvelles troupes du Grand Sud. C'est une manière étrange de souligner l'importance d'une stratégie militaire, mais Lincoln l'avait compris. La bataille de Vicksburg fut un tournant dans la guerre, coupant nourriture et approvisionnement vers le sud. Pendant le conflit, les rissoles étaient un véritable rayon d'espoir dans un menu autrement morose. Les rissoles, galettes frites enrobées de pâtes ou chapelures, pouvaient contenir toutes sortes de viandes. Elles étaient comme le hot pocket de la guerre civile, mais contrairement au hot pocket moderne, les rissoles sont plus comestibles et délicieuses. La viande hachée, le poisson, les palourdes et les huîtres mélangées avec de l'œuf étaient toutes des garnitures courantes. Les ingrédients étaient mélangés avec du poivre de Cayenne et d'autres épices, façonnés en galettes puis frits. Pour revivre cette gloire au XXIe siècle, essayez cette recette de la fin des années 1800. Hachez du bœuf ou du mouton, assaisonné de sel et poivre. Pour chaque demi-pinte, ajoutez une cuillère à café de persil haché, une demi-tasse de chapelure et 2 œufs entiers. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Formez des boulettes, trempez-les dans l'œuf puis la chapelure et faites-les frire dans de la graisse chaude. Servez avec une bonne sauce versée dessus. Les rissoles, peu courantes à l'époque, étaient d'où servies lors d'occasions spéciales et de Thanksgiving. Que vous ayez combattu pour le Nord ou le Sud, être soldat pendant la guerre de sécession était une expérience éprouvante. Et avec des soldats blessés, mutilés et malades arrivant à un rythme plus rapide qu'ils ne pouvaient être pris en charge. Les hôpitaux de campagne durant la guerre de sécession étaient presque aussi dangereux et chaotiques que les champs de bataille. Alors aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressemblait le travail dans un hôpital de la guerre de sécession. D'accord, préparez-vous et désinfectez-vous les mains, car il est temps d'opérer sur une histoire étrange. La guerre de sécession américaine a fait rage du 12 avril 1861 au 26 mai 1865. La guerre finirait par coûter la vie à plus d'1 million d'Américains, soit 3% de toute la population du pays à l'époque. Les historiens ont noté que la guerre de sécession a coûté plus de vies américaines que toutes les autres guerres menées par le pays réuni. Malgré les efforts déployés par ceux qui travaillaient dans les hôpitaux de campagne, ces derniers étaient généralement situés près des lignes de front. Parfois, ils se trouvaient à seulement 1 mile de distance, ce qui représente une distance de marche raisonnable. À condition bien sûr que vous n'ayez pas perdu un pied à cause d'un tir de canon. Si vous étiez un soldat blessé, l'hôpital de campagne serait votre premier arrêt pour des soins médicaux. Il s'agissait également d'installations improvisées, installées dans des bâtiments locaux, comme des granges, des églises ou même des maisons privées. Les hôpitaux de campagne disposaient généralement de très peu de fournitures, surtout dans le sud. De nombreux médicaments utilisés par les médecins durant la guerre de sécession étaient produits dans le nord des États-Unis. Pour avoir accès à ces médicaments, les sudistes devaient faire preuve de créativité.
Parfois, cela impliquait de franchir les blocus de l'Union ou de faire passer des médicaments en contrebande vers le sud, cousus dans les jupons de femmes sympathisantes de la Confédération. Les opérations chirurgicales se faisaient souvent sur toute surface plane disponible, comme des tables ou des portes. Elles étaient aussi souvent pratiquées en plein air, ce qui permettait non seulement de ventiler l'odeur extrêmement désagréable des blessures de guerre, mais aussi aux chirurgiens d'utiliser la lumière naturelle du jour pendant une opération au lieu de la faible lumière des bougies. C'était positif, car leurs yeux étaient toujours fatigués par le grand nombre d'opérations à effectuer. Personne n'avait anticipé l'ampleur inédite des pertes humaines de la guerre civile, obligeant les chirurgiens à soigner bien plus de patients que prévu. Les médecins débordés travaillaient souvent jusqu'à l'épuisement, et les circonstances créaient une atmosphère généralement chaotique et déstabilisante. Les patients n'avaient pas grand-chose à faire, si ce n'est rester allongés. Certains hurlaient en délirant et appelaient leurs proches, tandis que d'autres restaient allongés en silence, le visage pâle sous l'effet du choc. On dirait la préfecture. Malgré les efforts des chirurgiens, les hôpitaux étaient constamment surpeuplés et les conditions de vie étaient si inadaptées pour les blessés que de nombreux patients finissaient par mourir simplement à cause de leur séjour à l'hôpital. Les soldats de la guerre civile affrontaient des conditions terribles. En fait, 2 fois plus de soldats ont succombé aux maladies qu'aux blessures de combat réelles. Ça a l'air vraiment terrible. Mais c'était en réalité une nette amélioration par rapport aux chiffres de la récente guerre du Mexique, où il y avait entre 7 et 10 décès dus à la maladie pour chaque mort au combat. La diarrhée et la dysenterie étaient très courantes et causaient de nombreux décès. D'autres maladies répandues comprenaient la rougeole, la variole, le paludisme, la pneumonie et une étrange affection cutanée connue sous le nom de démangeaison du camp. Ce qui diffère de ce que tu as pêché en nageant dans le lac cet été. Heureusement, les médecins avaient plusieurs remèdes créatifs, dont certains étaient efficaces. Le scorbut était un problème assez courant chez les soldats de la guerre civile, et le remède, des portions régulières de légumes verts, était parmi les moins désagréables ou les plus désagréables selon ce que tu penses des pois. Les problèmes intestinaux ouverts étaient soignés avec un bouchon d'opium, tandis que les blocages étaient traités avec le célèbre mélange de mercure et de craie appelé Blue Mass. Les troubles respiratoires tels que bronchite ou pneumonie étaient soignés avec de l'opium ou parfois avec des cataplasmes à la moutarde ou quinine. Si cela échouait, il pouvait tenter de saigner le patient. C'était l'équivalent d'autrefois de boire un verre de jus d'orange pour se débarrasser d'un rhume, sauf qu'à ce jour, le jus d'orange n'a tué aucun président. La malaria, une autre maladie courante, était traitée avec de la quinine. Faute de tout cela, ils utilisaient la térébenthine. La démangeaison du camp, maladie cutanée douloureuse d'origine débattue en médecine, était traitée en éliminant les parasites ou avec une solution de racines de pokéroot. Les tissus morts entourant une infection étaient parfois recouverts d'asticots pour qu'ils dévorent de la peau nécrosée. L'espoir était alors que des tissus sains repoussent à leur place. Vous comprenez maintenant pourquoi ces hôpitaux étaient installés dans des tentes aérées. Si vous receviez une balle, on vous offrirait sûrement un peu de whisky pour calmer la douleur. À l'époque de la guerre civile, les professionnels de santé ignoraient les microbes et n'utilisaient ni stérilisation ni technique hygiénique, ce qui nuisit à leurs patients. Les médecins ne se lavaient pas les mains entre les patients, portaient des vêtements sales et opéraient souvent avec des instruments non nettoyés. Autrement dit, quand ils utilisaient seulement des instruments chirurgicaux. Les témoignages de médecins sondant des blessures avec des doigts sales ou des couteaux non stériles comme scalpel étaient fréquents. Les éponges chirurgicales étaient parfois juste rincées entre 2 patients. Sans surprise, infections et maladies faisaient des ravages dans ces établissements. Encore pire, les conditions insalubres ont contribué à l'apparition d'une fasciite nécrosante, connue sous le nom de gangrène hospitalière. Près de la moitié des patients ayant contracté la gangrène en sont morts. Hélas, tous les soldats ne pouvaient être sauvés et le manque de personnel, de temps et d'équipement imposait des choix difficiles. Un soldat touché par balle à l'estomac, à la tête ou à la poitrine ne survivait généralement pas. Donc les médecins n'opéraient pas ces soldats, la logique étant que les ressources médicales déjà rares auraient été gaspillées inutilement. Ces pauvres âmes recevaient des médicaments pour leur confort, mais étaient abandonnées pour que les soldats plus forts soient soignés à leur place. Ça ressemble un peu à une mutuelle, cependant.
Si un soldat était blessé au bras ou à la jambe, ses chances de survie étaient jugées plus élevées. À ce moment-là, il recevait un peu d'attention médicale. Au nord, le chirurgien nettoyait la blessure avec une éponge. Au sud, faute d'éponge, ils utilisaient souvent un chiffon. Le médecin examinait ensuite la blessure avec son doigt, cherchant des morceaux de tissu, d'os ou la balle elle-même. En cas de fracture ou de rupture d'un gros vaisseau, le chirurgien conseillait souvent l'amputation, l'équivalent d'une mascotte durant la guerre de Sécession. Pendant la guerre de Sécession, l'amputation était l'opération la plus courante pour les chirurgiens. Les historiens estiment que plus de 60 000 amputations ont été pratiquées pendant le conflit. En fait, c'était tellement courant que les patients ont commencé à appeler les médecins « CEOs ». Selon Star Trek, ce surnom perdurerait jusqu'au XXIIIe siècle. Les patients recevaient un anesthésique sous forme de chloroforme, ce qui est assez efficace. Mais il y avait un inconvénient. Si la dose n'était pas correctement mesurée, le chloroforme pouvait provoquer un arrêt cardiaque fatal. De tels cas étaient rares. Ils ne représentaient apparemment que 0,4% du total des vies perdues pendant la guerre. Néanmoins, le chloroforme n'est pas considéré comme sûr selon les normes médicales modernes et n'est plus utilisé. Étant donné que ces opérations étaient réalisées dans des conditions de champ de bataille, elles devaient être effectuées rapidement. Un chirurgien expérimenté, souvent seul, faute de personnel, pouvait amputer un membre en 10 minutes. Ils affichaient sans doute leur meilleur temps sur leur carte de visite. Ces médecins travaillaient souvent toute la nuit, avec des piles de membres amputés atteignant 1,20 m à 1,50 m de haut, voire de profondeur dans certains cas. Malgré les conditions extrêmes, 75% des amputés survivaient. Cependant, cela signifiait tout de même qu'un quart des patients amputés périssaient. Tous les cadavres en décomposition et les membres coupés rendaient souvent l'odeur de chair putréfiée absolument insupportable, et cela était encore pire par temps chaud. En résumé, Yankee Candle ne crée pas de bougie à l'odeur d'une opération à Gettysburg pour une bonne raison. Tous les chirurgiens n'étaient pas expérimentés. En réalité, c'était l'inverse. Les normes médicales différaient beaucoup, alors et les étudiants finissaient leurs études de médecine bien plus vite. Cela signifiait que beaucoup des chirurgiens sur le champ de bataille étaient essentiellement en train de faire de l'observation professionnelle. En fait, sur les quelques 11 000 médecins du Nord, seulement 500 avaient déjà pratiqué une chirurgie auparavant. Dans la Confédération, les chiffres étaient encore pires. Seulement 27 de leurs 3000 médecins avaient de l'expérience en chirurgie. Et même si le médecin était expérimenté, il y avait une chance non nulle qu'il ait été ivre. L'alcool, tel que le whisky, servait souvent d'anesthésiant, ce qui expliquait sa présence fréquente à portée de main. Les soldats rapportaient que certains chirurgiens buvaient du whisky et opéraient sous l'influence de l'alcool. L'armée prenait ces accusations au sérieux et renvoyait les médecins ivres en service. Seul Ulysses S. Grant était autorisé à être ivre en service pendant la guerre de Sécession. Malgré une époque bien documentée, de nombreux mythes sur les soins médicaux pendant la guerre subsistent. Par exemple, de nombreux films vous feraient croire que les amputations étaient pratiquées sans anesthésie, mais comme mentionné précédemment, ce n'est pas le cas. En fait, l'anesthésie, utilisée pour la première fois en 1846, était courante à l'époque de la guerre de Sécession, et il existe plus de 80 000 cas enregistrés de son utilisation. Pourquoi tant de gens pensent-ils qu'elle n'était pas utilisée ? Personne n'en est certain, mais au moins un historien de la médecine pense que cela pourrait être le cas. Parce que l'anesthésie était si légère, beaucoup de soldats pensaient qu'aucune n'était utilisée, ce qui, à vrai dire, revient à peu près au même que de ne pas utiliser d'anesthésie. Il est aussi admis que les traitements hospitaliers durant la guerre civile étaient inférieurs aux normes de l'époque. Hormis la quinine contre le paludisme, les opiacés contre la douleur et la vaccination antivariolique, il n'existait pas de thérapie spécifique. Personne ne savait ce qui causait les maladies, ni ce que ces maladies faisaient au corps. Ainsi, les soins médicaux que recevaient les soldats étaient en fait les meilleurs disponibles, même s'ils étaient des plutôt médiocres. Avec l'augmentation des pertes, le Nord et le Sud construisirent des hôpitaux militaires généraux pour offrir de meilleurs soins aux soldats. Situés principalement dans de grandes villes comme Philadelphie, Knoxville, Washington, D.C. et Richmond, ces hôpitaux étaient généralement bien aérés et chauffés. Heureusement, car les soldats blessés pouvaient y rester des semaines, voire des mois.
Se faire tirer dessus au 19e siècle, c'était comme vivre à Las Vegas. On restait coincé au même endroit, planant la moitié de l'année. Les hôpitaux de campagne manquaient de moyens, tandis que les hôpitaux généraux étaient bien équipés, incluant cuisine, blanchisserie, lingerie, réserve, chapelle et bureaux. Éloignés du front, les hôpitaux généraux étaient bien moins chaotiques. Le personnel passait surtout son temps à nettoyer, cuisiner, vider les bassins hygiéniques et donner des médicaments, tandis que les médecins ne chronométraient sans doute pas chaque amputation. Le 9 avril 1865, le général Robert E. Lee a capitulé avec son armée devant Ulysses S. Grant au palais de justice d'Appomattox, en Virginie, mettant ainsi fin à la guerre de sécession. Au cours des dernières batailles décisives de la guerre, de nombreux hommes ont perdu la vie alors que la Confédération tentait désespérément de résister aux troupes de l'Union qui les submergeaient. Mais en ce jour fatidique de 1865, la reddition du général Lee a établi un précédent pour d'autres capitulations massives qui ont conduit à la fin officielle de la guerre. Aujourd'hui, nous explorons ce qui s'est passé pendant les dernières heures de la guerre civile. Les conditions de cette vidéo sont inconditionnelles et immédiates. La guerre la plus sanglante des États-Unis a failli finir quelques jours avant. Lorsque les officiers de Lee ont supplié le général de se rendre, les soldats étaient en haillons, affamés et prêts à abandonner. Mais le général était têtu, déclarant que le Sud avait des principes sacrés à maintenir et des droits à défendre. Ulysses S. Grant a envoyé une note à Lee pour lui rappeler à quel point il serait vain de continuer, mais Lee a persisté, sachant que c'était sans espoir. Pendant 4 années sanglantes, les troupes de l'Union et de la Confédération se sont affrontées sans relâche, mais les deux camps s'épuisaient. En avril 1865, James Longstreet, un proche confident du général Robert E. Lee, informa le général que le début de la fin était désormais arrivé. Après plusieurs défaites confédérées, de nombreux officiers et subordonnés de Lee le pressèrent de se rendre. Le 7 avril 1865, ses plus proches aides l'ont confronté. Le général Long lui a dit, percevant les difficultés qui entouraient l'armée et croyant à sa possible extraction. Désespéré, un certain nombre des principaux officiers, par affection et sympathie pour le commandant en chef, et avec le désir d'alléger sa responsabilité et d'adoucir la douleur de la défaite, se sont portés volontaires pour l'informer que, à leur avis, la lutte avait atteint un point où toute résistance supplémentaire était sans espoir, et que le combat devait être terminé et des négociations ouvertes pour la reddition de l'armée. Mais Lee et Longstreet étaient tous deux déterminés à continuer. Longstreet exhortant les forces confédérées à se battre, Lee a poursuivi, et la bataille d'Appomattox Courthouse a commencé. En 1865, l'armée confédérée était en ruine, se souvient le général confédéré John Brown Gordon. L'armée de Virginie du Nord n'était plus que l'ombre d'elle-même. Cette évaluation découragea très peu Lee. Au contraire, le général parcourait partout, encourageant les soldats à poursuivre l'effort de guerre. Comme l'a écrit Gordon, Lee était souvent exposé à de grands dangers lors de ses chevauchées. Finalement, ses officiers recommandèrent la reddition, à quoi Lee répondit négativement, insistant sur le fait qu'il devait continuer à se battre pour Gordon. Lee connaissait le dévouement des soldats à la cause et leur attachement envers lui, mais il n'était pas prêt à envisager la nécessité de la reddition. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à Appomattox lorsque Ulysses S. Grant est intervenu. Après un débat sur la question de savoir s'il devait se rendre, Lee décida de poursuivre le combat. Pendant ce temps, le général de l'Union Ulysses S. Grant élaborait un plan pour arrêter le général Lee. Grant savait que les soldats confédérés étaient épuisés après avoir parlé avec un général capturé la veille. Il a appris tout ce qu'il devait savoir pour préparer la fin de la guerre, a dit le général à Grant. Le général Ewell avait dit que lorsque nous avions traversé la rivière James, il savait que leur cause était perdue. Leur autorité devait négocier au mieux tant qu'ils pouvaient obtenir des concessions. Les soldats confédérés, sachant leur cause perdue, continuaient pourtant d'essayer de convaincre Lee de capituler. Le général Grant, voyant une occasion de prendre la situation en main, envoya une note à Lee depuis l'autre côté du champ de bataille. Selon Longstreet, lors de la bataille, un drapeau de trêve apparut à la lumière des torches devant la ligne de Mahone avec une note pour le général Lee. En parlant de cette note, avant d'être le 18e président des États-Unis et de plaider ardemment pour les droits civiques, pour tout le monde, Grant était un véritable chef sur le champ de bataille. Dans sa note du 7 avril à Lee, Grant écrivit «
Les résultats de la semaine dernière prouvent le caractère désespéré de toute résistance supplémentaire de l'armée de Virginie du Nord. Je le ressens ainsi et je considère qu'il est de mon devoir de me décharger de la responsabilité de toute effusion de sang supplémentaire, en vous demandant la reddition de cette partie de l'armée confédérée, connue sous le nom d'armée de Virginie du Nord. U.S. Grant, lieutenant général. Lee n'était pas d'accord avec Grant sur le caractère désespéré de la situation de son armée. Il répondit « Général, j'ai bien reçu votre note. Je ne partage pas votre avis sur le caractère désespéré de toute résistance supplémentaire de l'armée de Virginie du Nord. Je partage votre volonté d'éviter une effusion de sang inutile et, avant d'examiner votre proposition, je souhaite connaître vos conditions. À condition de sa reddition concernant Lee, la correspondance générale entre les deux généraux s'est poursuivie alors que Lee se retirait vers l'ouest, menant finalement à la célèbre rencontre à Appomattox. Cependant, il subsistait des obstacles à franchir avant la rencontre fatidique. À la fin de la guerre, l'armée de Lee montrait des signes d'effondrement et la victoire de l'Union semblait imminente. Les troupes de Grant la voyaient approcher. Profitant de leur avantage tactique et d'un moral élevé, ils avançaient aussi vite que possible, sans laisser personne derrière. Comme Grant l'écrira plus tard dans ses mémoires, les troupes de l'Union avançaient avec empressement et sans aucun traînard. Ils voyaient enfin la fin de leur lutte après 4 ans, rien ne semblait les épuiser. Prêts à avancer sans ration ni repos jusqu'au bout. Le général Philip Sheridan, qui commandait une force de cavalerie de l'Union, a dépassé les forces de Lee et bloqué leur retraite. À la fin de tout cela, Sheridan a coupé l'armée de Lee de ses provisions et a fait 6000 prisonniers dans la région de Sailor's Creek. Ces escapades ont accéléré la hausse des désertions confédérées et la reddition finale de Lee. Le matin du 9 avril, Sheridan a envoyé une note à l'officier de l'Union Joshua Lawrence Chamberlain disant « J'ai coupé la route de l'ennemi à la gare d'Appomattox et capturé 3 de ses trains. Si vous pouvez amener votre division ce soir, nous aurons d'excellents résultats. » Le matin, lorsqu'il n'était pas occupé à détruire les réserves alimentaires du Sud ou à s'emparer des lignes de chemin de fer pour empêcher les déplacements, Sheridan menait sa cavalerie dans une mission visant à mettre en déroute les troupes confédérées. Pendant ce temps, la correspondance entre Grant et Lee se poursuivait, Lee envoyant une autre note au général de l'Union la nuit précédente après avoir reçu la lettre de Grant tard dans la soirée. Je ne voulais pas proposer la reddition de l'armée de Virginie du Nord, seulement demander les conditions de votre offre. Pour être franc, je ne crois pas que la situation impose la reddition de cette armée. Toutefois, puisque la paix doit rester l'objectif de tous, je désirais savoir si vos propositions mèneraient à ce but. Lee accepta de rencontrer Grant à 10h le lendemain, mais Grant n'était pas enthousiaste à cette idée. Quelques échanges supplémentaires ont suivi, culminant avec le général Gordon finit par mener une dernière charge désespérée contre l'armée de l'Union, capturant au passage 2 pièces d'artillerie de l'Union. Gordon écrivit plus tard sa fierté sur la bataille, disant « Les braves garçons en gris ont acclamé tandis que leur drapeau flottait en triomphe ce matin-là. » Mais alors que Gordon et ses soldats célébraient, les troupes de l'Union continuaient d'avancer. Les troupes avaient marché toute la nuit dans le seul but de coincer l'armée de Lee. C'était risqué, mais cela a fonctionné. Grant rapporte que sa division avança si vite qu'elle surprit l'ennemi à son réveil ce jour-là. Grant ayant réfléchi, cela a conduit à un affrontement violent encerclant l'armée de Robert E. Lee et coupant ses ravitaillements. La bataille s'est terminée lorsque Lee a agité un drapeau blanc. Il était un peu mélodramatique à ce sujet aussi. À la fin de tout cela, il déclara « Il ne me reste plus rien à faire, si ce n'est d'aller voir le général Grant, et je préférerais mourir 1000 fois. » Le 9 avril, Grant et Lee se sont assis dans le salon de la maison de Wilmer McLean et ont négocié les termes de la reddition de la Confédération dans l'après-midi du 9 avril 1865. Grant n'était pas vêtu pour la fin d'une guerre, ne s'attendant pas à un succès aussi rapide et portait ce qu'il appelait des vêtements grossiers. Il était prêt quand Lee a brandi le drapeau blanc, bien que certains soldats de l'Union soupçonnaient une ruse pour laisser fuir des confédérés, mais ce n'en était pas une. Quelques heures plus tard, les 2 généraux se sont rencontrés dans la maison McLean, près d'Appomattox. Lee s'est présenté en uniforme militaire complet avec une épée précieuse. En repensant à la rencontre, Grant se souviendra plus tard. Dans ma tenue de voyage rudimentaire, je devais contraster de façon très étrange avec un homme aussi élégamment vêtu, mesurant 6 pieds et d'une prestance irréprochable.
Dans le salon de la maison de McLean, Grant et Lee discutèrent seuls de la reddition, puis d'autres officiers les rejoignirent. Le général Horace Porter a décrit « Nous sommes entrés et avons trouvé le général Grant à une table au centre et Lee près d'une petite table ovale. Près de la fenêtre avant, dans le coin opposé à la porte d'entrée et face au général Grant, ils se sont discrètement introduits pendant que les discussions sur la reddition continuaient. » Pendant les négociations, Grant rédigea vite les conditions de reddition de Lee. Il s'arrêta pour observer l'épée ornée de l'officier. En faisant cela, Grant décida qu'exiger des officiers confédérés qu'ils rendent leurs épées serait une humiliation inutile, ayant réussi à obtenir une reddition. Il ne voulait pas les priver de leurs bagages, épées et chevaux. Il ajouta alors une ligne aux termes officiels de la reddition. Cela n'inclura pas les armes de poing, chevaux ou bagages personnels des officiers. Après avoir examiné les conditions de Grant, Lee rédigea une lettre pour les accepter. Les deux généraux se serrèrent la main, puis Lee se dirigea vers les marches de la maison McLean. Debout sur la première marche, il regarda la vallée en se frottant les mains. Lee, distrait, ne remarqua pas le groupe d'officiers de l'Union qui se levèrent respectueusement à son passage. Porter, qui observa la scène, la décrivit comme une occasion solennelle. Alors que Lee s'éloignait, Grant sortit de la maison et salua l'ancien général confédéré de son chapeau. Lee rendit le salut et partit au coucher du soleil pour annoncer la nouvelle de sa reddition à ceux qui étaient autrefois sous son commandement. La reddition à Appomattox marqua la fin de la guerre de sécession américaine, ouvrant la voie à la cessation des hostilités, à la réunification du pays et à la reconstruction qui allait suivre. Avec l'accord de reddition obtenu, Grant envoya un télégramme à Washington pour les informer de la formidable nouvelle. Il leur dit « Le général Lee a capitulé avec l'armée de Virginie du Nord cet après-midi selon mes conditions. » Il écrira plus tard dans ses mémoires que ces hommes commencèrent à tirer une salve de 100 coups de canon pour célébrer la victoire. Cela ne plut pas à Grant, qui fit passer le mot pour que cela cesse. Il expliqua « Les Confédérés étaient désormais prisonniers et ils ne souhaitaient pas célébrer leur chute. » Mais il était soulagé que la guerre soit terminée et se préparait à l'avenir historique qui l'attendait. La reddition mit fin aux hostilités, mais quelques escarmouches isolées persistèrent les semaines suivantes. Mais Grant accomplit la tâche impossible de convaincre Lee de se rendre, mettant ainsi fin à la guerre de manière décisive. Après sa mission, Grant déclara à ses hommes « La guerre est terminée, les rebelles sont de nouveau nos compatriotes. » La suite appartient à l'histoire. Le camp Sumter, appelé Andersonville, était un camp de prisonniers confédérés destiné aux soldats de l'Union durant la guerre de sécession. Ah, et c'était un vrai enfer. En raison des maladies rampantes, de la surpopulation et de l'exposition aux éléments, 13 000 hommes sont morts en seulement 14 mois d'existence. Au pire moment, plus de 130 prisonniers de l'Union mouraient chaque jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que c'était que d'être l'un de ces prisonniers de l'Union au camp Sumter. Il faut se rappeler que la Confédération avait déjà du mal à gérer ses soldats, il n'est donc pas surprenant qu'elle ait peu de provisions ou d'attention pour les prisonniers de l'Union. De nombreux soldats de l'Union étaient en haillons ou nus. Parfois, à cause des intempéries, leurs camarades voyous les dépouillaient de leurs vêtements. Soldats de l'Union. Prescott Tracy, un prisonnier d'Andersonville, a livré un témoignage bouleversant de première main le 16 août 1864 sur sa période de captivité. Les hommes portaient des vêtements misérables, rares étaient ceux avec des chaussures, moins de 2000 avaient manteaux ou pantalons principalement des arrivants récents. Plus de la moitié étaient indécemment exposés et beaucoup étaient nus. Ces prisonniers n'avaient aucune protection contre les éléments, a ajouté le soldat Tracy. Notre seul abri contre le soleil, la pluie et la rosée était ce que nous fabriquions en tendant nos manteaux ou des morceaux de couverture. Mais en général, il n'y avait aucune tentative, de jour comme de nuit, de nous protéger. S'évader d'Andersonville était courant chez les prisonniers, mais rares étaient ceux qui réussissaient et les survivants succombaient souvent aux éléments. Cependant, de nombreux détenus formaient des groupes creusant sans cesse des tunnels sous les murs du fort pour s'évader. Les prisonniers creusaient la nuit et dispersaient la terre dans leurs poches en marchant dans le camp le jour, comme Andy Dufresne dans Les Évadés.
Le jour, des détenus malades s'allongeaient sur les trous pour cacher leurs plans aux gardes confédérés. Les sorties de ces tunnels aboutissaient vers les forêts voisines, à environ 15 mètres des murs. Malheureusement pour les prisonniers de guerre, même s'ils s'échappaient d'Andersonville par un tunnel, ils étaient trop faibles pour fuir réellement. Ces prisonniers, une fois capturés, étaient privés de rations, enchaînés ou abattus. Des prisonniers s'évadaient en simulant la mort. Parce que tant d'hommes mouraient chaque jour. Un détenu pouvait facilement s'allonger parmi les cadavres, être transporté hors des murs avec eux et attendre l'enterrement collectif. Dès que la nuit tombait, les hommes se relevaient et s'enfuyaient. Peu après l'arrivée des premiers prisonniers, une douzaine de prisonniers de l'Union ont noué leurs vêtements pour escalader la palissade d'Andersonville, haute de 4,5 mètres. Les soldats confédérés les ont attrapés, inspirant la création de la Deadline, une clôture de piquets et de fils de fer longeant les murs intérieurs d'Andersonville, avec une fonction simple. Elle servait de zone d'avertissement et tenait les prisonniers de l'Union à l'écart de la palissade de la prison. Les prisonniers savaient que s'ils touchaient à la clôture de la Deadline, et encore moins s'ils tentaient de la franchir, les soldats confédérés qui étaient postés au sommet de la palissade avaient reçu l'ordre de tirer pour tuer le soldat de l'Union John Levy. Mail a décrit la Deadline. Il s'agissait d'une bande étroite de planches clouées sur une rangée de piquets d'environ 1,20 m de haut. L'ordre permanent aux gardes était de tirer sur tout prisonnier touchant la Deadline, même si un détenu malade s'y appuyait par inadvertance. Toute personne la touchant pour se suicider devenait aussitôt une cible. Les balles atteignaient souvent une autre personne que la cible initiale. La nourriture manquait presque totalement à Andersonville. Les rares rations reçues par les prisonniers de l'Union étaient souvent avariées et à peine comestibles. Les hommes mangeaient du pain de maïs fait de maïs moulu et recevaient 4 cuillères de riz par semaine. La viande, quand il y en avait, était souvent avariée. Du porc répugnant à la vue et à l'odeur. Le soldat Prescott Tracy a poursuivi en décrivant les confédérés, déversant les rations sur le sol à 16 heures. À l'heure du repas, il était d'usage de consommer toute la ration d'un coup, plutôt que d'en garder pour le lendemain. La distribution étant inégale, certains perdaient leurs rations et le manque de rations avait débuté avant l'arrivée de ces prisonniers à Andersonville. Tracy a dit que pendant la marche de 5 jours vers le camp, les troupes de l'Union mangeaient à peine. La totalité de leur ration pour les 5 jours se résumait à 13 biscuits. La seule eau disponible pour les prisonniers d'Andersonville provenait d'un canal artificiel traversant le camp. L'eau venait d'un ruisseau voisin servant aussi de latrine pour le camp, constamment souillé d'urine et de matières fécales des détenus. Les gardes confédérés n'ont pas aidé car ils auraient aussi intentionnellement contaminé l'eau. Le soldat Tracy a témoigné que les gardes jetèrent souvent de grandes quantités de matières immondes dans le ruisseau. Le ruisseau était l'unique source d'eau potable et de cuisson pour les prisonniers du camp. Malheureusement, cela les a aussi gardés malades tout leur séjour là-bas. Les gardes confédérés polluaient la seule source d'eau potable des prisonniers et leur infligeaient des punitions cruelles et inhabituelles. Par exemple, quand des détenus étaient donc surpris à voler, ce qui arrivait souvent chez les prisonniers de guerre, ils étaient mis au pilori ou forcés de porter un boulet et une chaîne. Et si un prisonnier malade manquait à l'appel quotidien, les détenus pouvaient être privés de leur ration. John L. Ransom, quartier-maître de la compagnie A du 9e régiment de cavalerie volontaire du Michigan et prisonnier de l'Union, a tenu un journal lors de son séjour à Andersonville. Il a décrit avoir vu des gardes confédérés tirer sur un prisonnier de guerre malade. Ransom se rappelle avoir vu un prisonnier de guerre fiévreux et mal vêtu marcher vers la ligne de démarcation. Là, le garde a tiré, envoyant une balle dans son cerveau, et le pauvre homme est tombé dans le fossé, a écrit Ransom. Peut-être est-il mieux ainsi. Et une mort bien plus douce que s'il était décédé de maladie quelques jours plus tard. En gros, une mort auto-infligée par peloton d'exécution, et cette méthode n'était pas rare. Aussi mauvaises que soient les conditions à Andersonville, ces installations médicales étaient encore pires, et tenter d'obtenir les premiers soins garantissait presque une mort atroce. Entre le 25 février et le 9 mai 1864, un total de 4 588
patients ont été admis à l'hôpital de la prison, dont 1026 sont décédés. Tracy travaillait comme commis à l'hôpital d'Andersonville, a-t-il rapporté. J'ai vu 150 corps attendant d'être transportés à la morgue pour être enterrés avec ceux qui sont morts à l'hôpital. La moyenne des décès au cours des premiers mois était de 30 par jour. Au moment où je suis parti, la moyenne dépassait 130. Et un jour, le registre indiquait 146. Parce que plus de 100 hommes de l'Union mouraient chaque jour, la Confédération avait du mal à gérer les morts. Finalement, les prisonniers ont dû creuser de longues fosses, peu profondes, pour enterrer les leurs. Les prisonniers de guerre enterraient ensemble leurs camarades tombés, par dizaines, puis les couvraient de terre et de planches. Pas de cercueil, pas de cérémonie, rien d'intime. Tracy évoque les fosses communes lors de son arrivée à Andersonville. En entrant dans la prison du Stockade, nous l'avons trouvé bondé de 28 000 camarades soldats. Par bondé, j'entends qu'il était difficile de circuler sans bousculer ou être bousculé. Statistiquement, plus vous restiez à Andersonville, plus votre risque de mourir augmentait. Mais les Confédérés proposaient une échappatoire, sous condition. L'armée confédérée offrait la liberté et de l'argent à tout soldat de l'Union qui prêtait serment d'allégeance à la Confédération. Une offre tentante, c'est certain. Imaginez vivre dans la saleté, sans vêtements ni nourriture, entouré de maladies et de morts. Partir avec de l'argent était évident, mais les soldats de l'Union étaient différents. Le soldat Tracy a témoigné qu'aucun de ses camarades de l'Union n'avait accepté l'offre. Cela aurait été si facile pour ces soldats de simuler le serment d'allégeance à la Confédération, de partir hommes libres et de retourner dans l'Union. Mais leur honneur et leur loyauté envers les États-Unis étaient inébranlables. Après la guerre civile, les nordistes furent horrifiés par la diffusion des photos et récits des atrocités d'Andersonville. Après avoir vu des prisonniers de guerre libérés, Walt Whitman écrivit « Certains actes peuvent être pardonnés, mais pas celui-ci ». Henry Wirtz, capitaine confédéré à Andersonville, a été largement blâmé et considéré comme la deuxième personne la plus détestée d'Amérique après John Wilkes Booth. 2 jours avant la fin de la guerre de sécession, Wirtz fut arrêté puis jugé pour les crimes de guerre commis lors de son mandat comme responsable des prisonniers de l'Union. Plus de 100 témoins ont témoigné lors du procès. Wirtz fut tenu responsable de la mort de plus de 13 000 soldats de l'Union et fut condamné à la peine capitale le 10 novembre 1865 à l'ancienne prison du Capitole à Washington, D.C. Wirtz a trouvé la mort sous la potence. Juste avant sa pendaison, Wirtz a dit à l'officier chargé de l'exécution « Je sais ce que sont les ordres, Major. Je suis pendu pour les avoir suivis. » Des décennies plus tard, certains sudistes jugèrent que Wirtz avait été traité injustement, affirmant qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. En 1908, les Filles unies de la Confédération ont érigé un monument en l'honneur de Wirtz à environ 1 mile du camp de prisonniers. Pour sauver son nom de la stigmatisation attachée par un préjugé amer, c'est l'un des rares monuments confédérés qui subsistent encore aujourd'hui. Nous aimerions connaître votre avis. L'histoire peut-elle se répéter et l'Amérique revoir un autre camp, comme Sumter ? Dan Sickles est devenu général de l'Union pendant la guerre de sécession. Malgré son absence totale d'expérience, il a perdu sa jambe à la bataille de Gettysburg et l'a donnée au musée médical de l'armée. Il a également assassiné un homme en plein jour. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, nous évoquons le général le plus extravagant de la guerre de sécession. Dan Sickles est né de Susan Marsh et George Garrett. Sickles, un avocat spécialisé en brevets et homme politique de New York, en 1819. Bien que Daniel prétende plus tard être né en 1825. Nous y reviendrons dans un instant. Sickles a étudié à l'actuelle Université de New York et a suivi son père en réussissant le barreau en 1846, mais son ambition s'est rapidement tournée vers la politique et avec l'aide de ses proches amis du Tammany Hall en 1847, Sickles a été élu à l'Assemblée de l'État de New York. Sickles connaissait Teresa Baggioli depuis longtemps, était proche de sa famille et avait vécu 1 an avec eux avant l'université. Bien sûr, à cette époque, Teresa n'était qu'un bébé, mais comme le disent les pédophiles, l'amour n'a pas d'âge. Ainsi, malgré les objections des 2 familles, à l'été 1852, Daniel Sickles et Teresa Baggioli se sont mariés. Il avait 32 ans, elle avait 15 ans.
Sickles préférait que les gens croient qu'il était plus jeune, d'où le mensonge sur son année de naissance. Pourtant, malgré ou à cause de sa jeunesse, Teresa était très bien accueillie dans la société de Washington. Les Sickles organisaient des dîners officiels chaque jeudi, Teresa étant une hôtesse très chaleureuse. Elle devint une amie proche de Mary Todd Lincoln, épouse d'Abraham Lincoln, et assistait souvent avec elle à des séances de spiritisme. Alors que Sickles faisait croire à son enfant, Bride, qu'ils avaient un mariage parfait, il couchait en réalité avec plusieurs autres femmes, dont la célèbre courtisane Fanny White, qu'il emmena même lors d'une mission diplomatique à la place de son épouse. Après des années de négligence de la part de son mari, Teresa, alors âgée de 21 ans, entama elle-même une liaison avec Philip Barton Kay, un procureur de district américain et fils de Francis Scott Kay, l'auteur de la bannière étoilée. Après avoir reçu une mystérieuse lettre anonyme révélant la liaison de sa femme, Daniel Sickles s'est armé de 3 pistolets différents et a traqué l'amant de sa femme, Key. « Vaurien, dit Sickles, tu as déshonoré ma maison. Tu dois mourir. » En plein jour, devant la Maison Blanche, Sickles a tiré 2 fois sur Key, désarmé, dont une balle à laine, voilà qui envoie un message. Philip Barton Key est mort quelques heures plus tard, et Sickles a été inculpé pour meurtre. Daniel Sickles a reçu tant de visiteurs qu'on l'a autorisé à utiliser l'appartement du chef geôlier pour les accueillir. Ce n'était pas courant pour les prisonniers, mais Daniel Sickles n'était pas ordinaire. Membre du Congrès américain, il avait avoué le meurtre, mais Washington le soutenait. Plusieurs hauts responsables politiques ont saisi l'occasion de le défendre. L'équipe juridique de rêve de Sickles comptait Edwin M. Stanton, futur secrétaire à la guerre de Lincoln. Les avocats de Sickles ont avancé une défense novatrice, la folie temporaire. Ils ont fait témoigner un ancien sénateur américain sur les sons étranges émis par Sickles avant le meurtre, mais cela ne concernait pas seulement son état d'esprit. Son équipe a également suivi le plus vieux manuel juridique du monde. Malheureusement, il est encore souvent utilisé aujourd'hui, blâmer la victime. Il peut être tragique de verser le sang humain, a déclaré l'un des 7 avocats de Sickles. Mais je soutiendrai toujours qu'il n'y a rien de tragique à tuer l'adultère. Sa transgression enlève toute compassion pour ce qui s'est passé. La presse était également du côté de Sickles. Harper a salué Daniel Sickles comme un héros, affirmant qu'il n'était coupable que d'avoir sauvé toutes les dames de Washington de ce vaurien nommé Key. Après 20 jours de témoignages, les jurés sont entrés en délibération. Jamais dans l'histoire des États-Unis, personne n'avait auparavant plaidé l'innocence pour cause de folie passagère. Néanmoins, 7 des jurés étaient convaincus que Daniel Sickles devait être acquitté, mais 2 jurés religieux avaient des scrupules moraux à l'idée de laisser un meurtrier s'en tirer. Mais après beaucoup de prières et de débats, les 2 réticents ont cédé, et Daniel Sickles est sorti du tribunal sous les acclamations d'un héros. Washington était ravi, tout comme le public et la presse. Mais cette histoire d'amour fut brève. Ils se sont retournés contre Daniel Sickles après qu'il ait osé pardonner publiquement à sa femme. Comme on pensait que Daniel Sickles allait perdre l'élection au Congrès, il a choisi de rentrer à New York plutôt que de se représenter. Pour passer plus de temps avec sa femme, sa famille et ses maîtresses, évidemment, il voulait aussi passer plus de temps avec elles. Daniel Sickles a quitté le Congrès à l'aube de la guerre de sécession. De retour à New York, Daniel Sickles a gagné la faveur de ses amis à Washington en recrutant des soldats pour l'Union. Bien que sans expérience militaire, Daniel Sickles était un excellent recruteur, avec de nombreux hommes prêts à se battre. Sous sa direction et avec l'aide de nul autre qu'Abraham Lincoln, Daniel Sickles est devenu officier militaire. Encore une fois, un homme sans expérience militaire dirigeait de nombreux soldats, la plupart aussi inexpérimentés que lui. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? La bataille de Gettysburg, la plus sanglante de la guerre de sécession, fut la victoire décisive de l'Union, menant à la reddition du général Lee et à la chute de la Confédération. C'était aussi la bataille où un général maladroit sans aucune expérience militaire pensait être plus intelligent que son supérieur. Désobéissant à des ordres directs, il fit tuer ses hommes, se fit arracher la jambe et faillit changer le cours de l'histoire pour le pire. Le général Daniel Sickles reçut l'ordre de son commandant, le major-général George Meade, de maintenir ses hommes du 3e corps d'armée à Little Round Top. Mais Sickles, insatisfait de ce poste, voulut déplacer ses soldats sur un terrain plus élevé. Il désobéit donc aux ordres et fit avancer ses hommes d'1 kilomètre jusqu'au verger de pêcher, quasiment indéfendable mais un peu plus élevé.
Le général Meade, ayant remarqué le mouvement de Sickles comme les autres troupes de l'Union à Gettysburg, convoqua une réunion des généraux pour discuter de son insubordination. Sickles arriva après la fin de la réunion et, malgré sa proposition de revenir à leur position, l'armée confédérée attaqua et décima ses hommes. Sickles fut grièvement blessé lorsqu'un boulet de canon atteignit sa jambe, qui fut amputée dans l'après-midi. Après la bataille, Sickles insista pour être transporté à Washington, où il apporta la première nouvelle de la grande victoire de l'Union à Gettysburg à la Maison-Blanche. Il entama ensuite une longue campagne pour se présenter en héros de guerre et attaqua vivement le caractère du major général Meade, allant jusqu'à prétendre à tort que Meade avait un plan secret de retraite. Certains historiens pensent que la décision imprudente de Sickles a en fait aidé l'Union en forçant les Confédérés à s'étendre. La plupart pensent juste qu'il était un imbécile ayant presque déclenché la guerre avec la Confédération. Sickles avait entendu parler d'une nouvelle directive du chirurgien général de l'armée visant à collecter et à envoyer des spécimens d'anatomie pathologique au tout nouveau musée médical de l'armée à Washington. Ayant conservé les os de sa jambe, Sickles les a donnés au musée dans une petite boîte en forme de cercueil. Sickles aurait eu l'habitude de rendre visite à sa jambe chaque année à la date anniversaire de son amputation. Il venait généralement accompagné d'une cavalière, parce que rien n'est plus romantique que de contempler à travers une épaisse vitre et de fixer des restes humains bien conservés. Si vous voulez vérifier cette théorie, la jambe est toujours exposée. Après la guerre de sécession, Sickles est revenu à la politique pour poursuivre la reconstruction, prônant l'équité envers les Afro-Américains et le respect des droits des employés. Il a également arrêté les saisies de propriété et interdit la production de whisky. Donc, il était compliqué. En 1869, Sickles a été nommé ambassadeur des États-Unis au Mexique et en Espagne. À Madrid, on disait que Sickles avait eu une liaison avec la reine déchue Isabelle II. 4 ans après la mort de sa femme Teresa, victime de la tuberculose, Sickles épousa Carmina Cray, dame de compagnie de la reine Isabelle. Le couple, apparemment heureux, a eu 2 enfants. Outre son rôle pendant la guerre de sécession et sa défense pour folie temporaire, Sickles a aussi contribué à la création de Central Park. Comme il le disait lui-même, Sickles entreprit de former un comité consultatif de 24 personnes, des messieurs éminents dans notre vie sociale municipale, avec lesquels j'avais l'habitude de m'entretenir sur toutes les questions importantes. Sickles a dirigé le comité qui a choisi et défendu l'emplacement actuel de Central Park, préférant ce site à un autre plus petit. La ville en expansion nécessitait un parc plus vaste, affirmait Sickles, qui en tirait aussi avantage. Il avait acheté des terrains près du nouveau site, qui prendrait beaucoup de valeur après l'ouverture du parc. Après la construction de Central Park, Sickles donna des animaux exotiques aux zoos, trouvant gratifiant de redonner à la communauté. Chef de la commission des monuments de l'État de New York, Sickles supervisait la construction des monuments de la guerre de sécession. Sickles occupa ce poste durant les 20 dernières années de sa vie, jusqu'en 1912 lorsque les autorités constatèrent un manque de 27 000 $ dans les fonds. Il fut arrêté à 93 ans, mais une fois de plus, Sickles réussit à éviter la prison. Ses partisans ont recueilli suffisamment d'argent pour rembourser les fonds détournés. 2 ans plus tard, il est décédé. Il est enterré au cimetière national d'Arlington. Avant sa mort, Daniel Sickles a reçu la médaille d'honneur, une distinction pour laquelle il avait personnellement fait pression pendant plus de 34 ans. Durant la guerre de sécession au XIXe siècle, les soldats mouraient plus souvent d'infections et d'insalubrité que des combats eux-mêmes. Face aux tirs de fusil et de canons, c'est vraiment dire quelque chose, car les canons sont en fait très dangereux. On estime que sur les 3,5 millions de soldats qui ont servi pendant la guerre entre 1861 et 1865, plus d'un demi-million ont succombé à la maladie. Aujourd'hui, dans Weird History, nous découvrons l'hygiène des soldats durant la guerre de sécession. Bon, il est temps de soigner les blessures de cette grande nation et de les désinfecter. Des problèmes d'hygiène ont causé la mort de centaines de milliers de personnes pendant la guerre de sécession. En aggravant les décès dus aux infections avec la propagation rapide de maladies telles que le paludisme, la dysenterie et la typhoïde, l'historienne Drew Gilpin Faust estime que ce chiffre est presque le double du nombre de soldats de la guerre de sécession réellement morts au combat. Les soldats enrôlés subissaient un examen médical avant d'être envoyés au combat, mais ceux-ci se concentraient exclusivement sur leur capacité physique et mentale à supporter les combats.
Leur aptitude à se tenir debout, marcher droit, tenir un fusil et suivre des instructions basiques était l'essentiel. En conséquence, les examens n'étaient pas vraiment approfondis. En fait, beaucoup étaient si laxistes que les femmes soldats se voyaient interdire de rejoindre l'une ou l'autre armée. Au moins 400 ont réussi à s'enrôler en tant qu'hommes au cours du conflit. Ça en dit long sur les médecins chargés des examens. Rassembler autant de personnes venant d'un continent aussi vaste et diversifié a également apporté son lot de défis. Les soldats issus de régions rurales ou éloignées n'avaient souvent pas été exposés aux maladies infantiles courantes des citadins, telles que la varicelle, la rougeole ou les oreillons. À mesure que des vagues de nouvelles recrues arrivaient dans les camps, toute personne dont le système immunitaire n'était pas pleinement armé succombait probablement à l'une de ces maladies. Les programmes de vaccination ont aidé à freiner la propagation de la variole dans les camps, mais cela restait une préoccupation sérieuse qui compliquait les choses, même si les commandants exigeaient souvent que les soldats se baignent une fois par semaine. Personne ne contrôlait vraiment les soldats, ce n'était pas comme Stonewall. Jackson n'allait pas inspecter tout le monde en première ligne. Beaucoup ignoraient cette exigence. Les soldats au front partageaient ou réutilisaient souvent leurs vêtements. Les uniformes des troupes de l'Union et de la Confédération étaient souvent fabriqués rapidement avec des matériaux de mauvaise qualité, se détérioraient vite et ne protégeaient pas les soldats du froid la nuit. Dehors, beaucoup de soldats n'avaient pas non plus accès à des chaussures adéquates. On estime qu'un tiers des soldats confédérés sont restés pieds nus pendant tout le conflit. Si vous faites la guerre civile et que vous êtes pieds nus, l'univers ne veut pas que vous réussissiez. Normalement, devoir partager ses vêtements est juste un peu agaçant, surtout si vous êtes le plus jeune et que vos frères et sœurs aînés n'ont aucun sens du style ou de l'élégance personnelle. Viens ici et regarde-toi, ils te vont à merveille. En temps de guerre, cela peut devenir dangereux pour la santé. Les infestations de poux sont devenues très courantes, ces parasites se transmettant facilement dans les camps où les hommes partageaient vêtements et vivaient entassés. Les poux, au-delà d'une nuisance, pouvaient transmettre le typhus, maladie fréquente et mortelle à l'époque. Pendant la guerre de sécession, les poux étaient si courants qu'ils ont intégré la culture populaire. Les soldats organisaient parfois des courses de poux où ils plaçaient les insectes sur une piste spécialement conçue et les faisaient s'affronter, misant parfois de l'argent sur le vainqueur. Des combats de poux ont également été rapportés, bien qu'on ne sache pas exactement comment ils étaient arbitrés. De plus, de nombreux soldats, en particulier les confédérés mal approvisionnés, volaient fréquemment des bottes et d'autres vêtements aux ennemis morts, emprisonnés ou blessés. Cela a aussi favorisé la propagation des maladies, mais moins gravement que dans les camps de soldats. Concrètement, les camps de tente le long des routes et des champs de bataille où logeaient les soldats étaient très sales, selon toute norme. Cette exposition constante à l'extérieur et aux éléments par tous les temps a évidemment entraîné de nombreuses complications de santé. Parmi les troupes, cependant, beaucoup étaient équipés d'une couverture en caoutchouc pour les protéger du sol humide. Celle-ci était lourde à transporter et de nombreux soldats les abandonnaient pour alléger leur charge. Ainsi, de nombreux soldats dormaient sur un sol humide, parfois infesté de moustiques ou autres nuisibles. Cela a causé une épidémie de maladies de peau et des poussées de paludisme. Le paludisme a finalement affiché l'un des taux de mortalité les plus élevés de toute la guerre, coûtant la vie à plus de 10 000 soldats et plus de 1,3 million de cas d'infection signalés. Le problème est devenu si grave que Scientific American a conseillé aux soldats de se traiter eux-mêmes à la quinine en prévention. La pneumonie était aussi fréquente, causant la mort d'environ 20 000 soldats de l'Union durant le conflit. Près de 30 000 soldats ont également été infectés par la tuberculose, ce qui a conduit à 7 000 morts prématurées. Un inspecteur de l'Union a signalé avoir découvert des camps remplis de déchets et de nourriture en décomposition. Il a également signalé la présence de fosses creusées, juste à l'extérieur des limites du camp, dans lesquelles les ordures, les eaux usées, le fumier et les déchets étaient jetés sans ménagement. C'était dangereux pour la santé et donnait au camp une odeur constante de putréfaction, comme un sandwich aux œufs mayonnaise périmés depuis 2 présidents. Et si cela ne suffisait pas à empester, un autre problème majeur était les déchets humains. Les camps étaient équipés de latrines de fortune dans des zones de baignade appelées éviers, qui n'étaient généralement guère plus que de simples fossés ouverts. Ces latrines étaient souvent installées près de la zone où dormaient les soldats. Je comprends, c'est pratique la nuit pour les pauses pipi,
mais c'est en fait une très mauvaise habitude d'hygiène. La vie était souvent plus malodorante alors. Quand les latrines étaient éloignées ou occupées, les soldats faisaient parfois leurs besoins près des arbres et buissons. Cela pouvait aussi poser un risque biologique si c'était proche des lieux où les gens dormaient ou mangeaient. Parfois, les soldats creusaient leurs latrines trop près d'une source d'eau, contaminant toute l'eau potable du camp. Les autorités médicales savaient que faire bouillir l'eau la rendait potable, mais cette méthode simple restait peu utilisée. De nombreux soldats attrapaient des maladies dues à l'eau contaminée. Le stress de la guerre, la malnutrition, de mauvaises habitudes alimentaires et la propagation de maladies comme la dysenterie, le choléra et la typhoïde ont aussi causé de nombreux cas de diarrhée et de constipation. Selon certaines estimations, l'armée de l'Union à elle seule a connu plus de 1,5 million de cas de dysenterie ou de diarrhée aiguë pendant le conflit. Et près des 3/4 des soldats de l'Union ont souffert de graves troubles intestinaux à un moment donné pendant la guerre, principalement en raison du manque d'eau potable. Les fruits et légumes frais étaient particulièrement difficiles à trouver parmi les troupes, et ils n'avaient pas de métamucil ni de probiotiques. Yaourt, promu par Jamie Lee Curtis. Consommer assez de fibres et rester régulier était vraiment difficile. Ces affections étaient aussi traitées avec de la quinine et de l'opium parfois, si vous aviez de la chance. À l'époque, on croyait que le mercure mélangé à de la craie agissait comme un laxatif. Et même si c'est incroyablement toxique, il est aussi techniquement vrai que votre corps commencera effectivement à s'expulser lui-même si vous consommez suffisamment de mercure. C'est donc aussi devenu un traitement populaire. Bien que les dangers de boire l'eau des latrines soient inconnus, la science médicale ne comprenait pas encore pleinement l'intoxication alimentaire. Les soldats mangeaient souvent dans des assiettes et avec des ustensiles sales, contractant ainsi des maladies d'origine alimentaire. Le problème était si sérieux que la Commission sanitaire des États-Unis a conseillé aux soldats de ne pas utiliser de vaisselle sale et de récurer leurs casseroles pour éviter de tomber malade en service. La guerre de sécession avait eu lieu quelques années plus tôt. Joseph Lister a publié son article marquant « Une allocution sur le système antiseptique de traitement en chirurgie » dans la revue médicale The Lancet en 1867. Lister a présenté des techniques simples comme se laver les mains et pulvériser plaies, instruments et pansements avec de l'acide phénique, aidant à tuer les germes responsables d'infections et améliorant les résultats chirurgicaux. Avant les innovations de Lister, le risque que les plaies s'infectent, entraînant des affections telles que la gangrène, restait extrêmement élevé. Les chirurgiens méconnaissaient souvent l'importance du matériel stérile et réutilisaient les mêmes instruments sur plusieurs patients. Ces interventions ayant souvent lieu en pleine bataille avec de nombreux blessés graves attendant, il arrivait fréquemment que les outils ne soient même pas rincés entre les opérations. Dans des cas extrêmes, les chirurgiens utilisaient parfois leurs mains nues pour chercher des éclats d'obus, fragments d'os ou autres débris dans les patients. Des mains sales ou souillées de sang et de fluide corporel d'un patient précédent augmentaient fortement le risque d'infection pour tous. Les éponges ensanglantées ou infectées étaient parfois juste rincées puis réutilisées sur d'autres patients. Les infirmiers, surtout dans le sud, utilisaient parfois des éponges faute de chiffon en coton par manque chronique de matériel. D'autres médecins ont trouvé, des solutions créatives aux conditions courantes du champ de bataille. Utiliser des asticots pour manger les tissus morts près d'une infection, espérant que des tissus sains repousseraient. Les infections qui en résultaient, accompagnées de ce qu'on appelait des fièvres chirurgicales, avaient un taux de mortalité plus élevé que les interventions chirurgicales elles-mêmes. Le risque d'infection était si élevé que l'amputation était souvent la seule option pour les médecins de la guerre civile traitant des soldats gravement blessés. C'est pourquoi on voit tant de jambes sur scène dans les films sur la guerre civile. Pourtant, même si beaucoup le signalent, à cette époque, les chirurgies sur le champ de bataille se faisaient sans anesthésie, les soldats n'ayant qu'une balle ou ceinture à mordre contre la douleur. Ce n'est pas historiquement exact. L'anesthésie, développée dans les années 1830, était couramment utilisée durant la guerre. En fait, on estime que 95% de toutes les chirurgies de la guerre de sécession ont été réalisées sous l'influence du chloroforme ou de l'éther. Selon certains historiens, plus de 60 000 amputations ont eu lieu sur les champs de bataille de la guerre de sécession. Et même si ces amputations ont peut-être sauvé la vie des patients, elles pouvaient représenter un danger pour la santé de tous les autres.
Aucune méthode propre n'existait pour éliminer ces membres sectionnés qui s'accumulaient lors des grandes batailles. Comme les chirurgiens devaient travailler rapidement et passer d'un blessé à l'autre, à Gettysburg, un garçon du coin nommé Hugh Ziegler a même été engagé pour aider à déplacer les membres amputés. Il se souvient plus tard que l'état, semblable à du bois de chauffage, pouvait remplir une benne de charrette. Premier job d'été, ramasser des membres sur un champ de bataille, c'est mieux que distribuer des journaux. Certains chirurgiens rejetaient la méthode d'état et préféraient placer les membres sectionnés dans de grandes fosses. Il y a tout de même une lueur d'espoir au bout de ce tunnel sordide. La réforme de la santé publique avait déjà débuté dans les villes américaines vers 1830, mais la guerre de sécession a clairement mis en évidence la nécessité d'améliorer les pratiques d'hygiène chez tous les Américains et a donné un élan naturel à cet effort. Fondée en 1861 par des civils, la Commission sanitaire des États-Unis inspectait les camps et hôpitaux de l'Union et donnait des consignes pour éviter les infections de masse. Leurs efforts n'ont pas totalement résolu les problèmes durant la guerre, mais ont inspiré les initiatives de santé et d'assainissement après celle-ci, notamment dans les grandes villes comme New York, historiquement la ville la plus propre d'Amérique. Comment peut-on appréhender des batailles historiques, surtout celles qui se sont étendues sur 3 jours et ont impliqué 150 000 personnes, chacune ayant sa propre histoire de courage, de folie ou simplement d'instinct de survie? La bataille de Gettysburg est ce genre de bataille. Et de longues listes de régiments et de brigades, des chronologies heure par heure et des cartes avec des blocs et des flèches ne parlent pas vraiment au grand public. Cependant, certains épisodes marquants, avec des enjeux clairs et des personnages mémorables, restent en mémoire. Alors, aujourd'hui, dans Weird History, regardons quelques histoires de Gettysburg où le brouillard de la guerre se dissipe juste assez pour révéler l'humanité qui s'y trouve. Très bien, soldats, mettons-nous en formation. Quand les soldats confédérés et de l'Union se sont affrontés pour la première fois à Gettysburg et autour le 1er juillet 1863 au Minneapolis. La plupart des 2400 habitants civils de la ville ont fait ce que tout civil sensé ferait. Ils se sont écartés du chemin, soit en restant enfermés dans leur maison et leur cave, soit en partant vers un endroit moins exposé aux boulets de canon. Mais pas John Burns, 69 ans, bien que certaines sources disent qu'il était plus âgé. Ayant combattu lors de la guerre de 1812 un demi-siècle plus tôt, il ne supportait pas qu'une bande de rebelles contrôle sa ville natale, ajoutant ainsi à la légende. Entendant les bruits du combat, il a dit à sa femme vouloir voir ce qui se passait, a pris son vieux mousquet à silex et est parti entrer dans l'histoire. Burns s'est approché de plusieurs officiers de l'Union, leur proposant ses services. Les hommes de l'Union étaient pour la plupart amusés par ce personnage particulier, mais Burns ne voulait pas partir. Ils lui ont finalement donné un fusil moderne d'un soldat blessé. Alors que les combats s'intensifiaient, Burns s'est calmement placé derrière un arbre et a tiré sur les confédérés avançant. Il a été blessé 3 fois lors des combats intenses de ce jour-là. Le sergent George Eustis a ensuite raconté la participation de Burns. Vers midi, j'ai vu un petit vieil homme arriver à l'arrière. Je me souviens, il portait une redingote à queue d'hirondelle. Avec ses boutons en laiton lisse et son fusil à l'épaule, il est arrivé parmi nous. Nous, les garçons, avons aussitôt commencé à nous moquer, pensant qu'aucun civil sain d'esprit ne viendrait ici. Quand on lui a demandé ce qui lui avait pris de venir ici à un moment pareil, il a répondu que les rebelles avaient soit chassé, soit tressé vaches, et qu'il comptait bien leur rendre l'appareil. Plus tard, les soldats de l'Union, en retraite, ont dû laisser le blessé Burns derrière eux, où il a été retrouvé par les confédérés. S'ils avaient su qu'il combattait sans uniforme, ils l'auraient peut-être exécuté. Mais Burns avait jeté son arme et feint d'être un civil sans défense pris entre deux feux. Soigné par les chirurgiens confédérés, il a pu rentrer chez lui. Burns est commémoré par une statue sur le champ de bataille de Gettysburg, et sa bravoure a été mentionnée dans un rapport après l'action par le major général Abner Doubleday. Je dois particulièrement remercier un citoyen de Gettysburg nommé John Burns, qui bien qu'ayant plus de 70 ans a pris son fusil et a offert ses services au colonel Wister, 50e volontaire de Pennsylvanie. Le colonel Wister lui a conseillé de se battre dans les bois, offrant plus d'abri, mais il a choisi de rejoindre notre ligne de tirailleurs dans les champs ouverts. Les civils de Gettysburg ont dû choisir quoi faire quand 2 grandes armées se sont combattues dans leur ville. Beaucoup ont choisi de simplement attendre chez eux ou dans leur sous-sol, tandis que d'autres ont décidé de s'impliquer et de prêter main forte aux soldats de l'Union.
L'une d'entre elles était Matilda Tilly Pierce, âgée de 15 ans, qui a quitté sa maison avant les combats. Elle est partie avec des amis vers une ferme qu'ils pensaient éloignée des combats, mais elle était plus proche de l'action que Tilly ne l'espérait. En fait, elle était proche de Little Round Top, la colline où certains des combats les plus féroces ont eu lieu. Avec les unités qui se battaient nez aussi près, il était inévitable que la ferme soit réquisitionnée. En tant qu'hôpital de campagne, Tilly s'est volontiers investie, fournissant nourriture et eau aux hommes têtes blessés et aidant les chirurgiens et les infirmières. Elle a ensuite rédigé un mémoire relatant ses expériences, disant « Pendant que l'infanterie passait, j'ai remarqué un pauvre soldat épuisé qui rampait sur ses mains et ses genoux. Un officier lui a crié dessus en jurant de se lever et de marcher, mais le pauvre homme a dit qu'il ne le pouvait pas. Là-dessus, l'officier, levant son épée, l'a frappé 3 ou 4 fois, puis il est passé son chemin, se souciant peu de ce qu'il avait fait. » Pendant la guerre, les commandants abandonnaient souvent leurs soldats. Cela a dû être dur pour un garçon si jeune. Son histoire montre que la guerre ne concerne pas que 2 armées et a toujours des répercussions. Samuel Wilkeson, Jr. était correspondant du New York Times, couvrant l'affrontement à Gettysburg en temps réel. Son fils Bayard était lieutenant-commandant une batterie dans la 4e artillerie américaine lors des combats. Le premier jour, le lieutenant Wilkeson a été touché à la jambe droite par un boulet de canon confédéré et est mort ensuite. Son père a appris sa mort alors que les combats continuaient. Malgré son chagrin, il rédigea une dépêche pour le New York Times depuis un hôpital de campagne de l'Union le 4 juillet au lendemain du combat, regardant supposément le corps de son fils en écrivant. Les premiers et derniers paragraphes de la dépêche, qui décrivaient par ailleurs les grandes lignes de l'événement, donnent un aperçu de l'état d'esprit endeuillé de l'auteur, qui peut écrire l'histoire d'une bataille alors que ses yeux restent fixés de façon immuable sur une figure centrale d'un intérêt transcendantal et absorbant. Le corps sans vie de l'aîné, fauché par un obus à un endroit où une batterie n'aurait jamais dû être envoyée et abandonnée à la mort. Dans un bâtiment où les chirurgiens n'osaient en pas rester, que reste-t-il à dire du combat ? Ma plume est lourde. Ô vous les morts, qui à Gettysburg avez baptisé de votre sang la seconde naissance de la liberté en Amérique, combien vous êtes enviés. Fait intéressant, le langage du dernier paragraphe de Wilkeson a fortement résonné dans le discours de Gettysburg de Lincoln, prononcé 4 mois plus tard, où il évoqua une nouvelle naissance de la liberté pour la nation. Le colonel Joshua Lawrence Chamberlain, qui commandait le 20e régiment du Maine et a connu de violents combats le 2e jour en défendant Little Round Top contre la brigade d'Alabama du général confédéré Evander Lowe, est devenu l'un des personnages les plus célèbres de Gettysburg. Cela vient en partie du fait qu'il a survécu 50 ans pour raconter son histoire et a servi de personnage central au roman de Michael Charrois, Les Anges de la Mort, adapté ensuite en film sous le titre Gettysburg. Mais c'est aussi parce que la charge à la baïonnette qu'il a ordonnée, même si elle n'a peut-être pas sauvé littéralement l'armée du Potomac, comme suggéré, n'a certainement pas nui. Chamberlain avait ce jour-là plus de soucis que de simples considérations tactiques. 2 de ses frères étaient avec lui dans le 20e Maine, bien qu'un seul serve comme combattant. Tom Chamberlain était officier dans le régiment, alors que son frère John, non combattant, était envoyé au front pour soigner les blessés. Avant le combat du 2e jour à Little Round Top, Chamberlain dit à son frère Tom « Journée difficile pour maman ». Miraculeusement, les 3 frères Chamberlain ont survécu au combat de Gettysburg, bien que non sans cicatrices. Dans une lettre à sa femme après la bataille, Chamberlain raconta que son frère Jean fut brièvement prisonnier de l'ennemi. La tristesse de mon cœur rend difficile d'écrire une lettre censée être joyeuse. Mon frère a été fait prisonnier au combat, puis libéré aussitôt par l'ennemi. Ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait, même de ses instruments chirurgicaux, mais ils ne lui ont fait aucun mal. Sinon, il a réussi à me rejoindre pieds nus et les mains vides, avec presque rien qui lui restait. La survie des frères fut une rare bonne fortune dans un combat qui a vu d'innombrables familles irrémédiablement brisées pour des générations. Né et élevé à Gettysburg, le soldat Wesley Culp était un charretier familier du terrain environnant, avec un ami nommé Jack Skelly. Culp s'était installé en Virginie avant la guerre, mais il est revenu dans sa ville natale en tant que membre du 2e régiment d'infanterie de Virginie,
faisant partie de la célèbre brigade Stonewall dans le 2e corps de Richard S. Ewell. Combattant dans sa ville natale, Culp a en fait été tué sur la propriété de sa famille, la ferme Culp. Pour ajouter à la tragédie, son ami Skelly, membre du 87e régiment d'infanterie de Pennsylvanie, a également été tué lors de la bataille. Jamais croisés sur le champ de bataille, les deux hommes ont pourtant partagé le même destin tragique. Une légende s'est développée autour de l'histoire de Wesley Culp, suggérant qu'il avait une lettre de Skelly destinée à sa bien-aimée, Jenny Wade, qu'il aurait remise si lui-même avait survécu. En réalité, le corps de Culp n'a jamais été identifié après la bataille et son lieu de repos final demeure inconnu. L'histoire de Culp illustre le caractère personnel de la guerre civile, où les soldats combattaient souvent sur leur terre, parfois même contre amis et voisins, nous rappelant pourquoi il s'agissait d'une guerre particulièrement déchirante dans l'histoire américaine. Alors, qu'en pensez-vous ? Quelle histoire vous a le plus marqué ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos sur notre histoire insolite.